Bienvenue dans cette salle. Attention, attention, attention. C'est l'heure de la Formule Express. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite. Ça c'est. Allons, prêt, non, plus vite. Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Bonjour à tous et à toutes, c'est Thibaut, j'espère que tout va bien pour vous. Pour cet express, j'ai choisi de vous parler d'un film de KPDP. Non, vous pouvez rester, ça va bien se passer. Il est sorti en 1977 avec dans les rôles principaux Harvey Keitel et Kate Carradine. Une sorte de thriller napoléonien, visuellement de toute beauté, une histoire de duel où l'honneur l'emporte sur la raison. Le premier film d'un réalisateur britannique de grand talent à qui on doit Blade Runner et récemment Le Dernier Duel avec Matt Damon, qui est d'ailleurs aussi une histoire de duel et qui fait vraiment écho à son premier film. Ce réalisateur, c'est Ridley Scott avec Les Duellistes. En 1800, à Strasbourg, sous le règne de Napoléon, Gabriel Ferraud, un officier très querelleur, provoque en duel Armand Dubert, sur un motif plutôt obscur. Dubert se voit contraint d'accepter, malgré son incompréhension et afin de défendre son honneur et sa réputation. L'un d'eux, blessé pendant le combat, est contraint d'abandonner. Dès lors, incapable de se départager, le destin va les pousser à s'affronter à chaque rencontre, encore et encore. Le duelliste exige réparation. Il a soif d'honneur. Cette histoire en est un exemple extravagant. C'est une histoire vraie qui commence l'année où Napoléon Bonaparte devint le maître de la France. L'avais-je laissé un mangeur de choucroute essuyer ses bottes sur l'uniforme du 7e hussard? Il se trouve que l'oncle du mangeur de choucroute est le maire de Strasbourg. Vous avez choisi de venir me relancer dans le salon d'une dame. Oh, écoutez, tout cela est ridicule. Dégainez, vous entendez? Battez-vous, tout de suite. Pour le moment, je suis de service, et vous êtes aux arrêts. Allez! Pour duel, espèce de butor! Allez! S'il a en lui un tel désir de me tuer, il le fera. Mais enfin, bon Dieu, tue-le-toi! Ferraud a fanfaronné toute la journée, mais les paris sont à égalité pour l'instant. À la prochaine fois, Dubert! On est en 77, Scott a 40 ans et une longue expérience dans la publicité avec la réalisation de plusieurs centaines de spots TV. Mais ce qu'il désire, c'est faire ses preuves au cinéma. Et pour son premier long métrage, il cherche alors une histoire libre de droit pour réduire les coûts. Il découvre dans un recueil de nouvelles Le Duel de Joseph Conrad, l'auteur de Earth of Darkness qui a inspiré Coppola pour son Apocalypse Now. C'est l'histoire réelle de François Fournier-Sarlovez, Ferraud, dans le film joué par Harvey Keitel, et Pierre Dupont de l'Étang, Dubert, qui est joué par Kate Carradine. Deux soldats de la Grande Armée qui s'affrontèrent en duel plus d'une vingtaine de fois en 25 ans. Qui connaît le lieutenant Ferraud? Moi, mon général. Vous le connaissez bien? Je l'ai rencontré une fois ou deux. Rencontrez-le une fois encore pour lui apprendre qu'il est aux arrêts de rigueur. Le lieutenant Ferraud a embroché le neveu du maire dans une affaire d'honneur en l'espace d'une minute. Je viens de passer 2 heures à présenter des excuses au maire et à plaider sa cause. Pouvez-vous faire comprendre au lieutenant Ferraud à quel point cette affaire est de nature à me réjouir? Je l'espère, mon général. Oui, je l'espère aussi. C'est Ridley Scott qui paye de sa poche l'écriture du scénario par Gerald Vaughan Hughes avant de le proposer à la Paramount. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur un premier projet de long métrage quelques années plus tôt. Les premiers choix de Scott pour son casting se portent sur Michael York et Oliver Reed, mais la Paramount va lui imposer une liste d'acteurs. Ridley Scott jette alors son dévolu sur Harvey Keitel et Kate Carradine, deux profils finalement assez similaires à ses premiers choix. Il va mettre 3 mois à convaincre les deux acteurs. D'abord Kate Carradine parce qu'il doit partir en tournée avec son groupe de musique dont la chanson I'm Easy, tirée du film Nashville de Altman, est numéro 1 à ce moment-là. Et Harvey Keitel, qui lui n'est pas très chaud à l'idée de jouer en costume, lui qui est un acteur de New York avec un registre plus voyou, comme dans Mean Street de Scorsese. Mais même avec les deux acteurs dans la poche, la Paramount va encore faire des difficultés sous prétexte que septembre, selon eux, n'est pas une bonne période pour débuter un tournage en extérieur. Ridley Scott devra taper du poing et renoncer à son cachet pour pouvoir démarrer.
Scott doit redoubler d'ingéniosité pour tourner son film avec un budget serré de moins d'1 million de dollars. Une prouesse pour un film en costume quand on sait que Barry Lyndon en a coûté 11. J'ai réfléchi à la question. On ne peut se battre, 1, si on est séparé, c'est physiquement impossible. 2, si on est de grades différents, la discipline l'interdit. Et 3, si l'État est en guerre, bien entendu. Le duel des nations a une absolue priorité. Par conséquent, tenez-vous loin de lui, songez à l'avancement, et faites confiance à Bonaparte. C'est donc une petite équipe de 70 personnes qui s'envolent de l'Angleterre pour le sud-ouest de la France, le lieu de tournage du film. Ils filment presque entièrement en décor naturel en Dordogne, berceau de l'histoire originale des deux antagonistes. Des lieux très pittoresques vont être choisis comme la place des Cornières de Montpazier ou les ruines du château de Comarque qui sert de décor au duel final. Une région que retrouvera d'ailleurs Scott pour son film Le Dernier Duel. Le tournage en France dure 58 jours entre septembre et décembre et il va pleuvoir 56 jours. Pas évident, surtout que Scott a décidé de filmer tous les extérieurs et certains intérieurs en lumière naturelle. Un choix fait avec son chef-op Frank Tidy avec qui il a déjà tourné plusieurs spots de pub. Et entre la pluie et 5 à 6 heures maximum de lumière par jour, cela devient très problématique. Mais Ridley Scott devra gérer pour ne pas prendre du retard et payer lui-même les dépassements. Une course contre le soleil permanente pour arriver à le filmer avec assez de lumière chaque jour. La plupart des intérieurs bourgeois sont eux tournés en Angleterre et en Écosse, notamment dans une ambassade, des endroits où il y eut peu de choses à faire au niveau décoration, seulement à accessoiriser. La partie pendant la campagne de Russie est tournée dans la station de ski de Cairngorm en Écosse, sur des pentes et sur un parking. Le manque de neige cette année-là, en janvier, les oblige à tourner directement sur les pistes et donc de devoir déplacer les décors pendant les horaires d'ouverture. Ridley Scott utilisa de la neige en bombe directement sur les acteurs et les décors pour créer l'illusion du froid. En revanche, la pénurie de neige offre à la production de la figuration gratuite et abondante sur place grâce aux étudiants trop heureux de trouver une occupation en attendant de pouvoir skier. Gabriel Ferraud. Gabriel. Je vis avec Armand Dubert. J'ai connu un homme qui s'est fait poignarder par une femme, ça a été la surprise de sa vie. J'ai connu une femme qui s'est fait battre un jour par un homme. Ça ne l'a pas surprise du tout. Tu es une fille à soldat, tu devrais vivre ici avec moi. Tout le monde se demande pourquoi vous vous battez avec Armand. Ce serait, paraît-il, un secret absolu entre vous et lui. Je crois, moi, que c'est votre secret à vous tout seul. Je pense qu'en fait, vous déversez votre bile sur lui, sans plus de bon sens ni de jugeote qu'un bout suceur de sang. Qui crois-tu par hasard qui se soucie de ton opinion? Personne. Que fais-tu ici alors? Je suis venu pour vous regarder. Regarde. La décoratrice Anne Mollo va redoubler d'ingéniosité pour maquiller les lieux à moindre coût. Ainsi, ils vont tourner dans le salon de l'hôtel et devant la porte de la chambre de Ridley Scott en Dordogne. Anne Mollo, peut-être ça vous parle, c'est la femme de John Mollo qui a fait beaucoup de dessins préparatoires pour Star Wars. Scott, pour les combats, va faire appel au cascadeur et épéiste William Hobbs, qui mettra en place les chorégraphies, un maître en la matière, puisqu'il travaillera aussi sur Willow, Pirates de Polanski, Rob Roy, Excalibur, et même Cyrano de Bergerac avec notre Depardieu national. Il va entraîner intensément les deux acteurs pendant plus de 10 jours avant le tournage. Pour obtenir les étincelles sur les murs, ils sont recouverts de grillages, puis maquillés avec de l'enduit et reliés à une batterie. À chaque fois que les acteurs touchaient le grillage, une étincelle apparaissait, mais ils se prenaient des décharges assez désagréables. Harvey Keitel, un ancien Marines qui n'a pas froid aux yeux et un franc-parler assez développé, met les nerfs de Kate Carradine à rude épreuve, en le traitant de mauviette ou d'autres noms d'oiseaux et s'approchant toujours plus près pendant les duels. Regardez-le faire le veau là-bas, allongé sur le sol, on l'effleure et aussaussitôt il se sauve dans les bras de son petit général chéri. Alors que Carradine, de son côté, ne cessait de demander à Scott de faire reculer Keitel qu'il trouvait vraiment trop dangereux. Pour le duel à cheval, Harvey Keitel, qui n'est jamais monté, évidemment, c'est sûr que pour Mean Street ou Taxi Driver, il n'en a pas eu besoin.
Pourtant, il tient quand même à le faire pour les plans à l'arrêt. La musique du compositeur Howard Blake apporte énormément au film, jamais monotone, avec des passages au piano sublimes, des moments vraiment épiques, avec des morceaux type marche militaire dignes de Basil Poledouris dans Starship Trooper ou Octobre Rouge, et franchement, il fallait vraiment tout le talent de ce compositeur et de Scott pour nous intéresser à ces deux abrutis. Un compositeur qui va rester dans l'ombre de Elfman ou autre Silvestri toute sa carrière. C'est dommage qu'il n'ait jamais aussi retravaillé avec Scott, car je trouve que c'est l'une des plus belles BO de ses films. Il signera plus tard d'ailleurs la BO des Prédateurs avec Bowie et Deneuve, et réalisé par le frère de Ridley Scott, Tony Scott. Je vais me faire tuer. Un homme responsable, à cheval, et en hommage à la cavalerie. Après un visionnage, la Paramount, absolument pas convaincue par le film, va se montrer très frileuse et ne sortir le film que dans très peu de salles, et uniquement en France et aux USA. Malgré de bonnes critiques, un prix du jury à Cannes, un prix en Italie et plusieurs nominations, le film est un échec cuisant puisqu'il totalise à peine 257 000 $ dans le monde. En France, il fait guère plus de 173 000 entrées. Mais grâce à une certaine reconnaissance du milieu, Ridley Scott sort 2 ans plus tard Alien, qui sera celui-ci un grand succès. Ridley Scott retentera plusieurs fois le film historique avec plus ou moins de succès, mais avec toujours un grand souci du détail, même si pas toujours historique. Le film est disponible en DVD et en Blu-ray dans des copies très convenables, et avec des petits bonus plutôt sympas, dont les commentaires de Ridley Scott, où vous pourrez apprendre par exemple que les tresses que portent les hussards n'étaient pas juste décoratifs, mais pouvaient stopper un coup d'épée. Allez, c'est fini pour la première partie, un petit jingle, et on se retrouve juste après pour le petit débat. Bon, et puis maintenant, je vais retrouver mes deux collègues, Max Yo et Mickey. Fight pour nous parler des duellistes et de leur expérience cinématographique avec ce grand film. Voilà. Écoutez, on y va. Je sais pas, qui c'est qui veut commencer? Je me lance alors. Écoute, j'ai découvert ce film au milieu des années 80 ou à la fin des années 80, je sais plus. En tout cas, je l'ai découvert à la télé sur Antenne 2. C'est pas du tout le genre de film vers lequel j'allais à l'époque. Et puis finalement, voilà, je me suis laissé prendre par ce film qui est pas très long finalement, qui dure 1h, 1h35. Alors je sais qu'on va parler de sa durée et aussi de son impression de durée par la suite. Mais en tout cas, c'est un film qui m'avait beaucoup plu à l'époque, que j'ai revu beaucoup plus tard, que j'avais toujours aimé, que j'ai revu à l'occasion de cet Express-là et que je trouve toujours intéressant. Mais voilà, c'est un film que j'aime bien, même si c'est pas un chef-d'œuvre, on en parlera, mais je trouve que pour un premier film, ça a quand même de la gueule. Oui, alors moi, je pense que je suis même sûr, moi je pense que je l'ai découvert en VHS et je sais pas lequel de vous deux me l'a montré. Je pense que c'est Thibaut. Je crois que c'est toi, Thib. Il y a des chances. Ouais, parce qu'il me semble que c'est toi qui m'en avais parlé, parce que je connaissais déjà Blade Runner, je connaissais déjà Alien et pas mal d'autres films de Ridley Scott. Et au moment où on était au lycée ensemble, t'as dû m'en parler et tout ça. Donc je l'ai découvert comme ça en VHS et j'avais trouvé ça plutôt pas mal à l'époque, vraiment visuellement intéressant, presque un peu mystique. Et je l'ai pourtant, bon, ça fait pas partie de mes marottes. C'est pas un film que j'ai gardé comme ça dans mon cœur. Je l'avais acheté en DVD, pourtant, des années après, mais je l'ai même pas revu. Et je l'ai revu pour l'occasion de cet Express. Et je vais en parler après. Voilà. Bon, moi, c'est un film que je revois régulièrement. C'est un film que j'ai découvert. Alors, j'avais ça sur une cassette. C'est mes parents qui avaient enregistré ça. Il y avait marqué Les Duellistes. Un jour, j'avais demandé ce que c'était. On m'avait dit que c'était une sorte de film de KPDP. Alors, moi, j'étais complètement, de toute façon, vous le savez, je l'ai déjà dit, que j'étais quand même assez féru d'histoire. Donc, et puis j'adorais les films de KPDP, Le Bossu, Scaramouche. Pour moi, c'était c'est toujours d'ailleurs des petits films que j'adore. Et du coup, j'ai dit un jour, j'ai fait manger cette cassette à mon magnétoscope.
Et alors là, je découvert un truc complètement dingue. Un film sur un film napoléonien comme jamais j'en avais vu, parce que comme il y en a pas qui existent d'ailleurs, ça n'existe pas des films comme ça. Et au niveau esthétique, au niveau costume, au niveau combat, un truc qui dépoussiérait complètement tout ça. Je trouvais ça vraiment super moderne. Et ça restait pour moi, c'est un film que je revois régulièrement et que j'ai revu là avec encore beaucoup de plaisir. Il a des défauts, il est pas parfait, mais on va en parler encore une fois. De toute façon, on va prendre le temps parce que c'est quand même un sacré film. Je vais tout de suite commencer par les qualités du film, les qualités plastiques. Évidemment, le film dépoussière le film historique à la fin des années 70. Pour un premier film et avec un budget aussi rikiki, c'est très impressionnant. Il y a aussi toute une direction de comédien qui est intéressante. Il y a quelque chose d'un peu mystique qui reste présent, qui est vachement intéressant. Évidemment, c'est déjà la naissance d'un talent qui, pour moi, va plutôt éclater après, mais c'est déjà, tout est là en germe. Il a bien mis à profit ce qu'il a appris en pub. C'est chouette. Mais après, je trouve que le film est extrêmement lent. J'aime bien le principe de répétition, c'est presque comique, il y a un truc un peu presque marrant avec à chaque fois que Kettel relance le duel, tout ça, avec le truc un peu cyclique. Il y a quelque chose d'un peu fascinant là-dedans, mais en même temps j'étais pas du tout réceptif. Alors étrangement, je l'ai vu avec mon fils de 9 ans en même temps, et lui il a tenu jusqu'au bout, il a plutôt apprécié d'ailleurs, donc peut-être que... Voilà, et c'est peut-être normal. Il a découvert tout ça, il était un peu intrigué. Mais moi, j'ai piqué du nez 2 fois. J'ai trouvé que c'était très très long, et y compris pour un film aussi court, c'est quand même un peu dommage. Donc, je sais pas, je suis un peu ambigu avec ce film, en lui trouvant plein de qualités formelles, mais j'aurais du mal à le revoir avant 20 ans, quoi. Tu parlais de la répétition, et c'est ce qui donne un côté comique quelque part, et t'as raison. Mais c'est une répétition qui va dans la surenchère. Moi, c'est ce qui me tenait en haleine déjà à l'époque, et ce qui me tient toujours en haleine aujourd'hui, parce qu'on va toujours plus loin, en fait. C'est une répétition. En fait, c'est un film simple, hein. C'est 2 personnes qui vont constamment se battre en duel de manière exponentielle finalement, avec des armes de plus en plus lourdes. Et après, au-delà de ça, c'est surtout un film pour moi qui est un film sur l'ego, sur la haine démesurée, sur la connerie humaine quelque part aussi, sur la perte de sens du conflit en fait. C'est-à-dire qu'au départ, c'est 2 personnes qui se battent en duel pour quelque chose qui reste futile au départ, mais petit à petit dans le film et dans cette surenchère en fait des duels, ils ont même oublié l'un et l'autre pourquoi ils se battent en duel. Et c'est quelque part, encore une fois, une forme de métaphore ou d'allégorie de l'absurdité de la guerre, du conflit, parce que quelque part, on oublie pourquoi on se bat contre quelqu'un. Je trouve que dans le film, c'est amené de manière assez intelligente, plutôt intéressante. Et voilà, moi, ça m'a tenu en haleine jusqu'au bout, jusqu'à ce duel final qui est un chouïa trop court à mon sens, mais c'est plutôt bien foutu. C'est, comme tu le disais, c'est très bien joué. Harvey Keitel et Keith Carradine sont très très bons dedans. Voilà, moi j'aime beaucoup ce film pour ça. J'aime aussi ce film-là parce que je trouve que visuellement il reste magnifique, avec, comme tu le disais Mick, malgré un budget tout rikiki, on sent l'influence de Barry Lyndon avec les moyens du bord. D'ailleurs, il s'en cache pas, hein. Il s'en est jamais caché, hein. Puis bon, qui n'aurait pas envie aussi de toute façon de s'en inspirer. De s'inspirer de Kubrick, bien sûr. J'aime beaucoup, en parlant de ça, j'aime beaucoup la photo de Frank Tidy, hein, qui est le directeur de photo du film, que je trouve assez magnifique. D'ailleurs, je crois que c'était son premier long métrage. Son premier film, tout à fait. C'est Ridley Scott qui l'a embarqué. C'était son chef-op sur beaucoup de publicités, et on lui avait conseillé d'ailleurs de ne pas travailler avec des gens de la publicité parce qu'il n'avait pas l'habitude de travailler sur des productions longues et qui risquaient de pas tenir le coup. Et évidemment, il a fait absolument pas du tout ce qu'on lui disait. Et exactement aussi comme de ne pas s'occuper du cadrage et tout ça. Il a tenu à peu près 3 jours. Au bout de 3 jours, il a craqué, il a foutu l'œil sur la caméra, il l'a plus lâché. Moi, j'ai juste un bémol, c'est un bien grand mot, mais le film se passe sur une vingtaine d'années, je crois, dans mes souvenirs, une trentaine d'années, plutôt une vingtaine d'années.
Moi, le seul bémol que j'ai, c'est qu'on les voit jamais vieillir. C'est qu'ils ont la même gueule au début et à la fin du film, alors qu'il se passe quand même beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'ils bougent pas trop. Par contre, il y a un gros travail, je veux dire, au niveau de la mode vestimentaire, des costumes. On démarre avec un style, on avance. En plus, sans parler, tu en as parlé justement de l'avancée technologique, puisqu'au début on est avec du genre fleuré, et puis on passe à du sabre, puis à cheval, et puis on finit au pistolet. Donc quelque chose de moderne, de plus moderne, et ça c'est voilà, il y a chaque combat en fait raconte une histoire, c'est jamais redondant, parce que ça pourrait être un film qui devient long, bon, Mickey t'as ressenti ça, mais c'est vrai que ça pourrait être pénible, mais finalement quand même il arrive toujours à sortir quelque chose de nouveau de chaque combat, grâce aux armes, grâce à la mise en scène, et puis bon, au jeu des deux acteurs qui sont absolument incroyables. En plus, j'adore, on a parlé Ridley Scott. Alors, on parlait souvent de Tony Scott avec sa lumière où on voyait des couchers de soleil, mais alors Ridley Scott, lui, carrément, là, dans ce film-là, il va jusqu'à avoir 2 soleils qui se couchent dans le même plan, sur un dialogue avec les 2 personnages quand le soleil qui se couche chacun. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Au niveau aussi direction artistique, voilà, Ridley Scott, il a fait une école d'art. Hein. Il est très très pointu en termes historiques et en termes d'histoire de l'art. Et quand on voit le film, on voit toutes les références de la peinture. Je pense à Hogarth, à Constable, à Caspar Frédéric, etc. Parce que des fois c'est même assez évident, ça se voit, c'est presque une repompe du tableau, etc. Ah mais c'est évident, ouais, c'est à chaque transition de scène. C'était voulu assumer par Scott, hein. Ouais, c'est ça. Tout à fait. T'as des natures mortes sur des tables où on voit l'épée, la bouteille, le verre, la scène à la fin, tu en parlais tout à l'heure avec Kettel avec le bicorne, qui est une reproduction d'un tableau de Napoléon. Enfin, ça n'arrête pas. Mais c'est vraiment chaque plan est une peinture en fait. Et c'est ce qui en fait un film très statique finalement. C'est impressionnant. On est dans une succession de reproductions, de représentations picturales qui sont magnifiques. C'est un film très statique, mais finalement en fait elles se succèdent de manière assez rapide, en tout cas d'un rythme régulier, ce qui fait que, en tout cas moi, j'ai pas eu ce sentiment d'ennui finalement sur 1h35, parce que justement déjà c'est beau, et puis ça m'amusait aussi de voir quelque part ce spectacle de couillons, surtout l'un envers l'autre, qui savent plus pourquoi ils se tirent la bourre. Puis je trouve assez, j'adore ce traitement vraiment moderne. Alors ça fait un peu, c'est souvent l'effet que ça fait peut-être avec ces films en costume, mais quand même c'est un film je trouve qu'on a un peu du mal à dater quand on le regarde comme ça. Je trouve que c'est tellement beau. On dirait pas un film qui a été tourné dans les années 70 presque. On dirait plus un film presque qui fait début années 80. Voilà. Bon, après, on peut parler aussi des acteurs, parce que je voulais parler un petit peu, parce que quand même Ridley Scott s'est quand même démerdé du tonnerre, encore une fois, pour choper des acteurs comme gratuitement souvent, ou avec juste comme Albert Finet, ou qui lui a coûté je crois 2 caisses de champagne ou un truc comme ça, parce que il sortait avec l'actrice à ce moment-là, justement. Donc ça lui a permis donc d'avoir Albert Finet, qui était quand même un acteur à l'époque, qui joue dans Wolfen par exemple déjà, et qui était un acteur qui était quand même très très en vogue à cette période-là. Voilà. Et donc, donc des petits passages. On a des acteurs comme ça qui apparaissent dans le film, des petites guest stars, on va dire. Il y a pas mal d'acteurs britanniques
les cinéphiles connaissent, notamment, je pense à Tom Canty qu'on voit dans une séquence du film. Voilà, il y a plein de, comme tu dis, en fait, il y a pas mal de petites guests qui permettent aussi d'avoir ce renouvellement de gueule aussi en permanence. Voilà, c'est un film, je pense qu'il faut lui donner sa chance. Et avec, oui, comme tu le disais, Tib, il a ses défauts. Oui, il est statique. Oui, il peut être perçu comme un peu chiant, hein. En tout cas, moi, c'est pas mon impression, mais en tout cas, je le comprends. T'as mis que ton impression, je peux la comprendre parfaitement, mais c'est vrai que je pense que oui, moi aussi, c'est vrai qu'un film en costume comme ça, qui a pas un scénario vraiment très profond, on va dire, c'est ce qui a plu d'ailleurs à Scott quand il a lu la nouvelle. D'ailleurs, c'est ces deux personnages. Je voulais aussi parler, tiens d'ailleurs, du coup je suis parti, je voulais aussi parler du hors-champ, parce que quand même il y a un gros travail dans ce film, c'est-à-dire que on voit la guerre sans jamais la voir, c'est-à-dire qu'il y avait tellement peu de budget et le talent de Ridley Scott pour arriver à nous faire percevoir la guerre avec très peu de choses, avec des plans serrés sur une tente où on voit juste un peu d'extérieur et juste avec un peu de son, on entend des chevaux et tout et on comprend, ça nous suffit pour imaginer tout un camp, tout l'univers, tout un camp, toute une armée, et ça je dois dire que je trouve ça assez fabuleux dans ce film. C'est surtout symptomatique dans la scène sur le front russe qui se passe en plein hiver sous la neige, alors que t'imagines jamais que ça a été tourné sur une piste de ski ou sur un parking d'une station de ski. T'as vraiment l'impression d'être sur le front russe en pleine guerre. Voilà. Ouais, d'ailleurs, dans cette scène, quand on voit il voit un cosaque courir dans les arbres, c'était des rushs d'une publicité pour un dentifrice qui a été utilisé. Voilà. Excellent. Voilà. Excellent. Bah écoutez, moi je crois que pour en parler, j'adore les films sur Napoléon, j'adore les films sur l'histoire, il y en a trop peu et pour l'instant, on attend le film sur Napoléon fait par Ridley Scott qui devrait sortir dans les mois qui viennent, on ne sait pas. La boucle serait bouclée. Voilà, et la boucle sera bouclée. Eh ben écoutez, merci à Max. Ah bah de rien. Merci à Mickey. Merci à toi et à bientôt. Et merci à vous tous. Et puis vous nous retrouvez comme d'habitude sur toutes les bonnes plateformes, YouTube, Spotify et compagnie. Et puis on vous fait tous des bises. Et puis à très bientôt pour le prochain Express. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.